Did I ever tell you the definition of insanity? Jump in, motherfucker, come on! Bonsoir, bienvenue dans Classé 18+. Salut Médoc. Yeah, Thierry. Bonjour Moguri. Salut. C'est qui a eu l'idée à la con d'aller tourner les plateaux en pleine jungle pour Far Cry 3? Ouais, non, je pensais que ce serait sympa, c'est tout. C'est clair, ça fait 2 semaines que je mange du chien, c'est super sympa. Je pouvais pas merci prévoir. pour l'idée. Je suis désolé. Sur la brochure, c'est vrai que c'était... Ça avait l'air alléchant, ça avait l'air cool. Ouais, c'est clair, c'était super. C'était super, je me suis éclaté là. Quand je pense qu'on devrait être au chaud là, à No Life, en train de tourner nos plateaux tranquilles, comme d'habitude. On a eu du beau contenu en plus, hein. Bah ouais. On va voir ça dans le sommaire, hein? Hein? Bande de cons. Bah tu vois Thierry, si on avait été tranquille à No Life, pour se classer 18+, on aurait commencé par annoncer une avant-première sur Metal Gear Rising Revengeance. Ça aurait été sympa ça. Ouais. Puis ensuite on aurait eu la critique de Zombie U. Ouais, ça aurait été cool. Puis après on aurait eu, tu sais, des fois on s'amuse à inviter des émissions spéciales dans le classé 18+, des petites rubriques. Bah là on aurait eu un money shot 18+. Ouais, de Jonathan. Bah ouais. Qui doit pleurer en notre absence là. Bah ouais, il doit paniquer. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Les amateurs ils sont où? Classé 18+, comment on fait? Bah ouais. Ouais, on fait pas du tout là. Non, pas rien. Ensuite on aurait eu nos 3 minutes zen. Ouais, on en aurait bien eu besoin. Oui. Tu vois, ça aurait été cool ça. Et on aurait terminé ce classé 18+ en beauté. Ouais, avec la critique de Moguri. Hein? Ouais. Ah, les bons plateaux quoi. Ouais. Ah ouais, on va aller dans la jungle, ça va être génial, on va faire du jet ski, on va faire du tir à l'arc. Non, on a bien rigolé. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Je suis désolé. Truc là, on est comme des cons coincés dans la jungle. Putain, je suis sûr Seb il va devoir payer une rançon là. Et nos lives, ils n'auront jamais les moyens de payer la rançon. Putain, on est fucked up là. Abonnez-vous. Enfin, vite. J'ai soif. Quand je pense qu'on aurait pu même, tu vois, faire un petit lancement news à 3. On aurait dit genre un truc du genre. Et maintenant, les news. J'ai soif. On peut crever quoi. T'as qu'à boire de l'eau de mer. Kilo to control. Some grub riding a monster just wiped out every rifle at the museum. Voici enfin de nouvelles images du prochain Gears of War Judgment, qui constituera une préquelle à la trilogie que l'on connaît. Situé 30 jours après l'émergence, ce jeu mettra en scène les événements menant au procès pour trahison de Damon Burn et sa team. Ce nouveau Gears sera le premier à être développé par un autre studio qu'Epic Games, qui a récemment vu le départ de son directeur créatif, Cliff Bleszinski. Ce studio, People Can Fly, avait déjà collaboré avec Epic et Cliff sur Bulletstorm et l'adaptation PC du premier Gears. You have no idea what you're up against. I know exactly what I'm up against. Avouez que les premières images de cette nouvelle bande-annonce de Tomb Raider rappellent furieusement le début d'Uncharted 2. Le jeu d'aventure-action à la 3e personne de Crystal Dynamics semble définitivement s'être inspiré de la mise en scène de la série Naughty Dog pour présenter sa nouvelle version de Lara. On pense aussi à Far Cry 3 pour le côté survival du jeu et le fait que l'on incarne un personnage amené à se dépasser pour survivre et tenter de sauver ses proches d'indigènes pour le moins hostiles. Si ce trailer réexploite des images déjà aperçues dans d'autres bandes annonces, il fait tout de même la part belle à l'arc et à ses nombreuses utilisations. Stealth kills ou grappin, l'arc sera l'une des armes clés de ce reboot situé sur une île au large des côtes du Japon. La proximité de l'archipel semble d'ailleurs avoir été exploitée dans le jeu puisque l'on peut voir brièvement apparaître un samouraï en armure. Reste à savoir si ce Tomb Raider saura se détacher de ses nombreuses influences pour affirmer une identité propre. Listen, I'm gonna get you out of there.
do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. All right, let's do this. Sometimes you've got to make sacrifices, Laura. You can't save everyone. There's no other choice. I've got to do this. If I don't survive, none of us will. In the beginning, God said, "Let there be light to burn away the darkness." Après plusieurs trailers live présentant certains des survivants de l'univers post-apocalyptique mis en place dans Metro Last Light, voici enfin quelques images de gameplay. On notera au passage que le jeu est passé de 18 à 16+, ce qui ne nous empêchera pas de le chroniquer dans Classé 18+. Très classique, cette BA de Metro Last Light n'a rien d'exceptionnel. On en profitera donc pour vous signaler l'opération promo menée par THQ qui vous permet de récupérer gratuitement une version digitale PC de Metro 2033 en échange d'un j'aime sur la page Facebook du jeu. Pour y accéder, il suffit simplement de taper Free Metro Game, tout accroché, dans votre navigateur. Attention, cette offre, si elle vous intéresse, se termine le 16 décembre. On the sixth day, God created glorious creatures. Chief of these were mankind, whom he created in his own image. He blessed them, giving them dominion over all living things, to care for, to nurture, to rule. And on the seventh day, they say God rested. But God didn't rest. God left, or perhaps died. Judgment Day came, and he abandoned us, casting humanity aside like parasites. But there is still hope. We have to face this hell full on. Our fate, I hold in my own hands. It's been so long hard days. En attendant le jeu, toujours prévu pour le 13 mars 2013, Sony a annoncé pour le 9 janvier 2013 la disponibilité de la bêta multijoueur de God of War Ascension. Ce mode multi, une grande première dans la série, permettra à 8 joueurs de s'affronter sur des maps divisées en 2 catégories, des environnements ouverts comme le désert des âmes perdues ou des arènes plus fermées faisant la part belle aux combats rapprochés. Des combats ultra gore comme il se doit. Malheureusement, cette bêta ne sera accessible qu'aux abonnés PlayStation Plus, qui pourront également tester le mode faveur par équipe, soit du Team Deathmatch, où les joueurs combattront pour s'attirer les faveurs des dieux et ainsi débloquer des éléments de customisation pour leurs guerriers. Attendez-vous également à de nombreuses opérations sur les réseaux sociaux, histoire d'obtenir des récompenses exclusives exploitables dans la version finale du jeu.
Le lendemain de la mise à jour de Resident Evil 6, qui permettra de jouer avec Ada dès le début, mais également en japonais, 3 nouveaux modes de jeu sortiront gratuitement sur Xbox 360. Une exclue temporaire, bien sûr. Ces 3 modes online ont des faux airs de ceux qu'on avait pu expérimenter sur RE5 avec le mode affrontement ou bien avec l'anecdotique Resident Evil Operation Raccoon City. Cependant, ils apportent leur lot de nouveautés. Le mode survivant peut être joué jusqu'à 6 simultanément, chacun pour soi, 3 contre 3 ou carrément 5 contre 1. Les joueurs sélectionnent leur personnage et doivent copieusement se mettre sur la gueule pour réaliser le plus gros score possible. Rien de neuf donc, si ce n'est que les personnages tués pendant le match peuvent revenir sous les traits de zombies pour prendre leur revanche, et ce jusqu'à la fin du chrono. Les mouvements de ces derniers sont assez lents, mais ils peuvent toutefois vomir de l'acide à distance et plonger sur les joueurs encore en vie de façon à les plaquer au sol, ce qui les rend très dangereux quand les zombies d'une même équipe vous encerclent. Sympa sur le papier, ce mode peut se révéler difficile à appréhender, RE6 souffrant des mêmes défauts que Resident Evil Operation Raccoon City. En cas d'affrontement entre 2 joueurs, celui qui donne le premier coup de pied est celui qui gagne le duel en se contentant de spammer l'adversaire. Et ce n'est malheureusement pas en revenant sous les traits d'un zombie maladroit que vous parviendrez à renverser la situation. Le mode Predator permet lui aussi de jouer jusqu'à 6, mais les joueurs feront ici équipe pour affronter Ustanak, qui sera incarné à tour de rôle par un des joueurs dans des manches de 2 minutes. Ustanak est au meilleur de sa forme et les joueurs devront faire preuve de stratégie s'ils veulent en venir à bout dans le temps imparti. Histoire de pimenter un peu la chose, des armes apparaissent sur la map en fin de chrono. Il y aura donc des armes pour les agents, mais également des options pour le bras mécanique d'Ustanak. Cela donne lieu à des retournements de situation épiques, comme quand le dernier joueur encore en vie parvient à s'emparer du lance-roquette, plonge au sol pour esquiver une charge d'Ustanak et réalise un magistral headshot à 1 seconde de la fin du chrono. Le mode Predator est tout ce que les fans de Survival Horror détestent. De la bonne grosse boucherie survitaminée, à base de balles qui sifflent et de grenades qui explosent dans tous les coins. Ceci dit, même les fans de la première heure seront obligés de reconnaître que ça fonctionne. De loin le plus fun des 3, ce mode se révèle néanmoins assez vite frustrant si votre équipe est constituée de joueurs débutants. Les rage quits risquent d'être vraiment nombreux chez les joueurs les moins patients. Le mode Carnage se joue quant à lui à 1 contre 1. Ici, les joueurs évoluent dans la même map sans jamais se rencontrer, le but étant de tuer son adversaire en lui envoyant le plus d'armes biologiques possible. Pour ce faire, vous engrangez ces dernières dans une réserve en réalisant des chaînes de combos. Plus votre chaîne est grande, plus les créatures que vous enverrez seront nombreuses et dangereuses. Si aucun agent n'a succombé à la fin du chrono, les joueurs sont départagés en comparant leur score. Ce mode est celui qui se rapproche le plus du gameplay du jeu. Ici, 2 joueurs s'affrontent dans un concours de kill en temps réel façon Gimli et Legolas. Il faudra juste nuancer votre skill au tir avec une pointe de stratégie, une grosse vague de zombies pouvant être immédiatement renvoyée à l'expéditeur avec une simple grenade placée avec le bon timing. What if the story of America was not the one you knew? 2 news sont récemment tombées sur Assassin's Creed 3. La première, c'est que le jeu a atteint les 7 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. La seconde, ce sont ces premières images du gros DLC scénarisé et décliné en 3 épisodes, La tyrannie du roi Washington. Un DLC au pitch accrocheur puisqu'il met en scène une histoire alternative, une uchronie, où les États-Unis seraient tombés sous le joug d'un George Washington, rendu fou par le pouvoir, s'étant autoproclamé roi. Bon, malheureusement, il faudra se contenter de ces quelques cinématiques, pas de gameplay, ni de date de sortie officielle pour le moment. One crown, one ruler, and one man to stop King Washington. What if it's true? Do I need to remind you what is out there? Clairement l'un des jeux les plus attendus de 2013, The Last of Us se dévoile un peu plus via ce trailer histoire, présentant d'autres survivants, mais aussi quelques-uns des mutants croisés dans le jeu. Il semblerait que Ellie, la jeune fille protégée par Joel, le survivant incarné par le joueur, soit au cœur d'une intrigue plus complexe qu'on aurait pu le supposer. I need something smuggled out of the city. Just cargo, Joel. I just want some simple gear enough to set me on my way. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. It can't be any worse than in here. Can it? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! What are you so afraid of? You're treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every
shot count. You see, I believe everything happens for a reason. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through, everything that I've done, it can't be for nothing. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Et nous allons conclure ces dernières news 18+ de l'année 2012 avec l'un des trailers chocs diffusés lors des Spike Video Game Awards, The Phantom Pain. Ce jeu mystérieux, développé par le non moins mystérieux studio suédois Moby Dick, pourrait être en fait le prochain Metal Gear Solid. Très impressionnant, il présente un personnage qui pourrait être Big Boss, tentant de s'échapper d'un hôpital dont les malades sont massacrés par des hommes armés et d'autres créatures plus étranges. Le site officiel du développeur, qui n'existait pas 2 semaines avant la diffusion de ce trailer, aurait été fondé par un dénommé Joachim Mogren, Joachim étant un anagramme de Kojima. Toutes les images que vous voyez ici ont été présentées comme étant directement tirées du moteur du jeu. Elles tourneraient en temps réel sur un hardware équivalent à celui des PS3 et autres Xbox 360. Avouez que ça claque. V has come to. Ce qui est bien, c'est qu'en quelques semaines coincé dans cette putain de jungle, j'ai skillé moi. J'ai skillé quand même sérieusement, quoi. Au niveau couteau, etc. Tu vois, je suis carrément hyper balèze. Ah, j'en ai tué des trucs. J'ai tué des chiens, j'ai tué des panthères. Une panthère noire, j'ai tué genre, putain, pendant. J'ai passé 20 minutes avec un putain d'arc à traquer cette panthère et je l'ai eu au final. Bon, elle m'a quand même bouffé 3-4 fois avant, mais je l'ai eu. Mais il t'est arrivé des mésaventures aussi dans la jungle. Ouais, je me suis fait, au moment où j'avais skillé, l'air de rien, tu progresses dans la jungle, au bout d'un moment, même si t'es un pauvre parisien à la con, bah, quand t'es coincé dans la jungle, tu t'adaptes. Normal. Tu t'adaptes. Sauf que là, je m'étais bien adapté, j'étais fier de moi et je me suis fait tuer par une espèce d'autruche à la con. Ah, cassoir. C'était la honte, je m'en suis pas remis. Je crois que j'ai pleuré dans un fourré pendant 3 jours. Ah non, mais je te comprends. Moi, ça va, j'ai des bonnes expériences avec la faune locale, là. Ouais. Je me suis fait des potes tigres du Bengale. Ah, ils sont sympas. Ouais, j'ai l'impression je sais pas, on est sur la même longueur, on se comprend, tu vois. On va dans la même direction. Ils t'ont aidé à capturer des camps. Ils m'ont aidé à capturer, effectivement, ils m'ont aidé à capturer des camps. Les mecs, tu vois, après c'est une question de discussion, tu vois, une question de longueur d'onde. C'est du partage. Tu vois, tu donnes de la viande, ils te donnent des camps. Donnant, 50-50. Ah, parce que moi, les tigres de Bengale, en général, c'est plutôt façon Metal Gear Rising Revengeance, moi. Là, j'en vois un, je sors mon couteau.
je le coupe genre un milliard de petits cubes. Et là, t'as un couteau là, sur toi? Non, j'ai pas de couteau sur moi. Tu sers à rien? Bah là, non, je suis juste un connard dans la jungle. Enfin, un connard parmi 3. J'ai faim aussi. J'ai soif et j'ai faim. T'as qu'à manger du chien, quoi. On mange du tigre. J'ai pas de couteau. Lorsqu'un nouveau titre issu d'une licence connue et appréciée par de nombreux joueurs voit son développement confié à un studio différent de celui auquel on a été habitué, il est naturel de baliser un minimum. Les initiatives malheureuses de ce style, si elles ne sont pas forcément nombreuses, ont tout de même sévèrement marqué les joueurs. Et là on pense par exemple à Silent Hill. C'est donc avec une certaine appréhension que je me suis rendu à cet event organisé par Konami, qui proposait à la jeunesse journaliste de passer quelques heures sur Revengeance, le prochain Metal Gear développé par Platinum Games. Et après coup, je m'en veux d'avoir douté de la puissance et du talent des équipes de Platinum. Cette session de jeu qui nous permettait de traîner dans les premiers stages, dont celui disponible dans la démo sortie récemment avec Zoé HD Collection, a rassuré à plusieurs égards. Tout d'abord, d'un point de vue narratif. Si Revengeance donne clairement dans l'action, il n'oublie pas de poser son setup dans les normes en vigueur, en nous rappelant qu'après l'épisode Sons of Patriot, les conflits militaires se sont fait moins nombreux. Une bonne nouvelle pour le monde, mais un grand tacle pour les PMC, les armées privées, qui vivent de la guerre justement. Et il n'en fallait pas plus pour qu'une PMC nommée Desperado vienne vous mettre des bâtons dans les roues lors d'une mission de protection de Premier ministre d'un pays africain. Une initiative qui a pour but d'installer l'instabilité et donc de générer du conflit. Évidemment, Raiden ne le verra pas d'un bon œil et ne tardera pas à jouer du schlass pour défendre ses principes. D'une manière générale, les personnages que l'on a pu rencontrer pendant le prologue et les 3 premiers chapitres sont ici introduits avec puissance et style. Un autre point qui rassure, dans la mesure où on avait peur que Platinum ne fasse pas aussi bien que Kojima Prod dans ce domaine, même si l'on sait que les personnages et l'histoire ont très certainement été supervisés de près. En plus de cette excellence et de ce sérieux dans la mise en scène, on constate que le studio a tout de même gardé son petit côté déconnant, à l'image de cette mission à Mexico qui commence avec un Raiden grossièrement déguisé en mariachi, histoire de passer pour un local. L'autre point qui rassure, c'est la bagarre. On nous avait promis de l'action et on s'est pas foutu de notre gueule. Dès les premières minutes, on se fait complètement plaisir armé d'un katana, alors même que la majorité des mouvements, débloqués au fur et à mesure de votre progression grâce à un système de points, n'est pas encore disponible. On alterne entre les attaques légères et les attaques lourdes, on apprend à maîtriser les esquives et le contre, histoire d'avoir une fenêtre sympathique pour remplir l'ennemi, et on s'émerveille devant ce principe de Blade Mode. Concrètement, en entrant dans ce mode, le joueur peut décider de trancher dans la direction qu'il veut, en sachant que la barre d'énergie située en dessous de sa vie se vide dans cette configuration. Aussi, lorsque cette dernière est pleine, l'action se déroule en slow motion. Et là, c'est plaisir d'offrir manette en main et joie de recevoir côté ennemi. Enfin, on imagine. Si le menu fretin peut se faire facilement découper dans tous les sens, les adversaires un peu plus coriaces devront être affaiblis au préalable. Chaque coup porté en mode normal augmente votre barre d'énergie, mais pour quelque chose de plus efficace, vous devrez passer par la case Zandatsu. Ce principe, uniquement disponible en Blade Mode, vous invite à trancher dans tous les sens un adversaire donc, puis à lui prendre littéralement sa colonne vertébrale, source de tout ce dont vous avez besoin pour faire votre job. En plus de régénérer entièrement votre énergie, vous récupérez également toute votre vie. Un principe qui permet de repartir sur des bonnes bases, même lorsque la situation s'annonçait tendue. Mais Raiden ne se contentera pas de rudoyer tout le monde avec un katana ou avec d'autres armes qui tranchent et qui se débloquent au fil de l'aventure. Dans son arsenal, on trouvera entre autres du lance-roquettes, de la grenade à fragmentation, de la grenade chaff pour déstabiliser les systèmes électroniques et même des cartons, des gadgets bien utiles pour les quelques phases d'infiltration que le jeu propose. Bref, ces 4 ou 5 premières heures de jeu, qu'on ne peut malheureusement illustrer qu'avec les images de la démo, ont été plus que convaincantes. On espère simplement que le reste du jeu le sera tout autant, et on se fait la démo en boucle en attendant sa sortie prévue pour le 21 février prochain sur PS3 et 360. That's it. Alors, à l'air de rien, comme avant que je me fasse capturer, j'ai eu le temps de faire quelques trucs cool quand même sur cette putain d'île sur laquelle Moguri nous a emmenés. J'ai fait du deltaplane. Ouais. Oh, cool. Ah, je me suis fracassé 3-4 fois la première fois. C'est genre tu te sens malin, etc. Tu dis c'est bon, je vais atterrir. Et en fait, c'est un arbre tu vois, qui t'embrasse à un moment donné, genre en plein vol. Donc tu te demandes ce qui se passe, tu t'écrases comme une merde, ensuite t'es obligé de te remettre le bras, etc. Enfin, c'est une catastrophe. Mais c'était sympa. T'as eu des bons feelings au final. Ouais, c'était assez cool. Vous avez fait d'autres trucs, vous? J'ai fait un truc, mais je veux pas trop en parler là. Ça risquerait de vous gâcher la surprise quand vous allez le faire, quand on sera libéré. Ah ouais, parce qu'on sera libéré. Ah, je pense.
pense. J'ai des amis au placé. Un truc qui est bien, en tout cas, l'air de rien, c'est avec cette expérience en pleine jungle. Tu vois, imagine, maintenant, il y a une invasion zombie. Tu vois, un truc à la con, un truc impossible. Ouais. Comment on est trop paré. Comment on est trop paré. C'est moi avec 2-3 tigres, genre mon couteau. Genre, et puis j'ai quand même un bon équipement, l'air de rien. J'ai chopé un lance-roquette, ce genre de truc. J'aimerais bien les avoir là, juste pour pouvoir shooter Moguri. Mais je pense que les zombies, on les niquerait, mais un truc de ouf. Enfin, moi, perso. Vous, je crois que vous avez pas skillé des masses, l'air de rien. Tu rigoles ou quoi? Zombies, je les défonce, même pas besoin d'un lance-roquette. Ah ouais? Moi, t'y vas avec quoi, là? Avec une batte? Avec tes baskets? Avec mes baskets, je les défonce. Plus tu t'es crafté des baskets en peau de crocodile, je crois. En peau de croco, ouais. Ah, c'est pas mal, c'est vrai. En peau de croco. Ah, il faudra m'apprendre comment on fait ça. Plus un en roundhouse kick. Ah, c'est pas mal, ça. Plus un en roundhouse kick. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fous ici? C'est dangereux de rester roupillé dans le coin. Tu sais pas ce qui se passe dehors? Putain, t'as l'air complètement à l'ouest. Tu sors d'où? C'est l'apocalypse, mec. Les morts se sont mis en marche et bouffent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais Londres s'est transformé en champ de bataille. T'imagines ça? Une ville de plus de 8 millions d'habitants devenue une ville fantôme. Sauf que là, les fantômes sont en chair en os putréfiés, ils ne s'amuseront pas à faire léviter des objets et claquer des portes. Non. Ils viennent pour te dévorer. D'ailleurs, on n'est pas en sécurité ici. Mais avant de bouger, faut que je t'explique 2-3 rudiments pour survivre dehors. D'abord, je vais t'expliquer la situation. Comme tu l'as compris, des tas de cadavres ambulants s'amusent à faire la visite de la capitale. Mais ce ne sont pas des zombies, pas comme les cadavres qui ressortent de leur cercueil comme on en voit au cinéma. Tu ne risques pas non plus de te transformer en cas de mort naturelle. Non, parce que ce sont des infectés. C'est un putain de virus qui a décimé la population. Une simple morsure était condamnée. Tu ne subiras pas une longue agonie pour te réveiller à nouveau une fois mort. Un peu comme dans le film 28 jours plus tard. Putain de bon film. Tu l'as déjà vu? Bon, peu importe. En fait, on ne sait pas exactement comment et où ça a commencé. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est parti en sucette bien trop rapidement. Il y en a qui disent que cette épidémie serait liée à une ancienne prophétie de John Dee, un grand scientifique ayant vécu au XVIe siècle. Et c'est pas des conneries, il a vraiment existé. À l'époque, il a été le conseiller de la reine Elisabeth et il lui avait annoncé qu'un fléau s'abattrait sur l'Angleterre. Mais l'établissement britannique l'a raillé et traité de fou. Mais les fous, c'était eux. Ils ne l'ont jamais écouté et n'ont jamais pris les mesures nécessaires à la hauteur de ce qui allait se passer. Siècle après siècle, la mémoire de John Dee s'est effacée. Sauf que j'ai entendu parler d'un groupe d'illuminés qui se font appeler les Corbeaux de Dee. Il paraît qu'ils se transmettaient de génération en génération des informations concernant les prophéties. Eux ont l'air de s'être bien préparés et de savoir ce qui se passe. Si tu as l'occasion de tomber dessus, n'hésite pas, ils pourraient nous en apprendre plus. J'ai entendu dire qu'il y a un mec qui se terre dans le bunker souterrain du palais de Buckingham. Un docteur, je crois. Ah ouais, le docteur Knight, c'est ça. C'était l'un des docteurs de la reine. Maintenant, il reste bouclé dans le laboratoire du bunker où il fait des recherches sur le virus. Et d'après ce qu'on dit, il bosserait sur la panacée, un antique remède à tous les maux. Apparemment, John Dee aurait lui aussi recherché la panacée durant une grande partie de sa vie. Je pense qu'il va falloir l'aider. Un type comme lui pourrait être utile pour trouver un moyen d'arrêter tout ce merdier. Mais avant toute chose, tu vas rencontrer le survivant. Enfin, rencontrer. C'est un bien grand mot parce que tu ne le verras jamais. Il te contactera directement grâce à toutes les caméras de surveillance installées dans tout Londres et qu'il a piraté. On ne sait pas exactement qui c'est. La seule chose que je sais, c'est qu'il est un ancien militaire, qu'il en connaissait un rayon sur les prophéties de Dee et qu'il s'est préparé en conséquence. Je sais qu'il a l'air un peu flippant avec son côté Big Brother, is watching you, mais il n'y a pas meilleur que lui pour t'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour survivre. T'en fais pas, il m'a contacté moi aussi, et regarde, je suis toujours là. Reste pas planté là. Il va te fournir un abri et un élément très important pour ta survie, une tablette de sa conception. T'inquiète, c'est pas pour jouer à Angry Bird ou Temple Run, c'est bien plus utile que ça. Laisse-moi t'expliquer. C'est une carte électronique avec un radar relié à moi. Comme ça, je peux te suivre. T'en auras bien besoin. Les rues de Londres sont remplies d'infectés dont il faudra se défaire. Ton meilleur atout dans ta survie sera cette fameuse tablette. Pourquoi elle sera ton meilleur compagnon? Parce que grâce à elle, tu pourras repérer les menaces. Tu pourras envoyer une onde sonore pour détecter les formes de vie dans ton environnement, mais fais attention, parce qu'elle ne fait pas la distinction entre un corbeau, un rat ou un mort-vivant. Et si une de ces saloperies reste à faire le mort sans bouger, elle ne le détectera pas non plus. On a beau avoir un bijou de technologie entre les mains, ça a tout de même ses limites. Mais j'ai entendu dire que certains survivants avaient réussi à obtenir des améliorations pour leur tablette, comme un radar qui envoie en permanence des ondes sonores ou un soft qui permet de pirater des portes fermées par des badges magnétiques.
Tu risques d'être perdu au début, mais si tu arrives à dénicher un panneau de jonction d'une zone, tu peux la pirater en la scannant avec ta tablette, ce qui te permettra d'y afficher une carte. Crois-moi, avoir une carte sur soi est essentiel à la survie. Parfait. Ta carte est à jour. Le scan va aussi t'être utile pour appréhender ton environnement, puisque tu peux savoir si les lieux, les placards ou les cadavres regorgent ou non d'objets utiles. Tu pourras y trouver tout type d'objets comme des packs de soins, des aliments, des munitions et même des armes, si t'as de la chance. Mais il faut que tu fasses attention à bien gérer tes stocks, parce que ton sac à dos, c'est pas la hotte du Père Noël. Tu ne pourras trimballer qu'un nombre limité d'objets, alors fais gaffe à ne pas t'encombrer avec des items qui ne te seraient pas utiles. Si t'es trop chargé, tu pourras toujours stocker du matos dans la planque que va te fournir le survivant. Mais pour ça, il faudra que tu y retournes, en faisant tout le chemin que tu as déjà parcouru en sens inverse. À moins que tu ne réussisses à trouver des bouches d'égout qui te serviront de raccourci pour te déplacer dans les zones de l'onde que tu as déjà visitées. Mais pour aller d'une zone à l'autre, il faudra que tu trouves au préalable l'entrée des égouts dans chaque zone. Tu pourras ainsi y retourner à loisir pour y retrouver du matériel que tu aurais oublié sur place. Sache que dans l'abri, le survivant a mis à ta disposition un ordinateur répertoriant tous les équipements, documents et objets que tu aurais laissés sur place grâce aux caméras de surveillance qu'il a piratées. Pour gérer le contenu de ton sac à dos, tu devras aussi passer par la tablette. Mais en plus de sac à dos et de scan, elle te servira aussi à checker les documents que tu découvriras dans les décors, avoir un œil sur les objectifs que te donneront les différents rescapés que tu rencontreras, débloquer des portes barricadées ou crocheter celles fermées à clé, utiliser des digicodes, etc. Il faudra faire attention parce que lorsque tu auras le nez sur ta tablette, les infectés seront toujours à tes trousses et tu risques de te faire attaquer. Avec ces saloperies dans les parages, il faut constamment rester sur le qui-vive pour rester en vie. Chut, chut, je crois qu'il y en a dans le coin. Plus un bruit. Ok, je crois qu'ils nous ont pas vus. Quand ils vont t'attaquer, et crois-moi ça va arriver plus d'une fois, il faudra que tu sois bien préparé, que tu appréhendes avec intelligence la situation et surtout que tu saches te défendre. Le plus sûr, c'est de faire le minimum de bruit pour ne pas attirer les infectés qui rôderaient dans les environs. Il faut privilégier le combat au corps à corps. C'est une précaution à prendre, mais elle est quand même assez risquée tout en étant plus silencieuse. Le mieux, c'est d'utiliser une batte de cricket. Ouais, c'est pas une batte de baseball, on est en Angleterre, pas aux US. Le meilleur moyen pour se débarrasser définitivement de zombies, c'est de viser la tête, mais on n'est pas au cinéma. Dans la vraie vie, il faut pas mal de coups pour leur exploser la tronche. C'est que c'est solide un crâne humain. Si tu dois utiliser des armes à feu, je te conseille de n'en faire usage qu'en dernier recours. Déjà, parce que ça rameutera de la populace que tu n'aimerais pas avoir comme voisin de palier. Ensuite, parce que les munitions se font vraiment rares. Et enfin, tu dois pas être vraiment doué pour les utiliser, parce que j'imagine que t'es pas un adepte des armes à feu. T'en fais pas, tu verras que tu seras de plus en plus skillé à mesure que tu utilises chacune des armes que tu auras à tes dispositions. En plus, tu pourras trouver des améliorations qui augmenteront la capacité du chargeur, boosteront la puissance, atténueront la dispersion des projectiles, etc. Après les avoir dénichés dans les rues londoniennes, il faut que tu retournes à ta planque pour attribuer les améliorations aux armes que tu désires en utilisant un établi. Il faut aussi que tu fasses vraiment attention à bien repérer ce qu'il y a autour de toi avant de te lancer dans un affrontement. Car à la moindre morsure, c'est la mort instantanée et le survivant utilisera un autre escapé à ta place. Ton remplaçant repartira avec le minimum d'équipement, mais il pourra utiliser tous les objets que tu auras stockés dans l'abri. Et surtout, il devra retourner à l'endroit où tu as été infecté pour te défoncer le crâne afin de récupérer tout l'équipement que tu avais sur toi au moment de ta mort. Ah, il m'est aussi arrivé de rencontrer des infectés qui portaient un sac à dos. En fait, ce sont d'autres survivants qui essayent de s'en sortir, tout comme toi, mais qui se sont fait avoir. N'hésite pas à les fracasser, parce qu'ils peuvent eux aussi transporter pas mal de matériel qui pourrait être utile. Au fait, j'ai entendu dire que le Dr Knight avait réussi à fabriquer un sérum qui, associé à un composé sécrété par une glande chez certains zombies, a la capacité de les tuer instantanément. Une fois que l'un d'entre eux est prêt à te mordre, tu peux l'utiliser, ce qui t'offrira une seconde chance. Mais cette seringue est à usage unique. Pour la recharger, il faut que tu trouves un infecté qui a cette fameuse glande encore intacte. Oh putain, je crois qu'il y en a d'autres qui traînent dans le coin. Ils sentent qu'on est dans les parages. Bon, le truc que je te conseille pour te débarrasser d'eux, c'est d'essayer d'isoler les infectés pour n'en affronter qu'un seul à la fois, histoire de ne pas être submergé d'ennemis. Parce que te battre contre plus de 2 d'entre eux, c'est comme jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. Si tu tombes dans un lieu infesté par ces cadavres ambulants et qu'il est impossible de se les farcir un par un, je te conseille de ne pas te faire repérer et d'être plus malin qu'eux. Ça ne devrait pas être très compliqué, vu qu'ils sont cons comme la lune. Il faut que tu saches qu'ils sont attirés par la lumière, alors essaye d'en attirer un max avec des fusées éclairantes et une fois qu'ils sont réunis autour, de tous les dégommer avec une grenade ou d'en faire un grand feu comme à la Saint-Jean, avec un cocktail Molotov. Fais aussi attention aux zombies que tu vas affronter, parce que j'en ai repéré de plusieurs types. Il y a les zombies normaux, assez faciles à éclater, il y a ceux qui portent des casques, ceux-là, tu pourras toujours essayer de les buter avec une arme à feu, ça marchera pas. Il faut d'abord que tu fasses sauter leur casque avec quelques coups de batte, avant de pouvoir leur faire sauter le caisson.
Ensuite, il y en a qui se mettent à hurler en rameutant tout ce qui se traîne dans les alentours. Et puis il y a ceux qui te crachent une espèce de liquide dégueulasse qui te blessera et te rendra aveugle quelques secondes. Certains d'entre eux devaient être des agents de décontamination puisqu'ils portent un casque alimenté par une bouteille d'oxygène. Ceux-là, n'essaye pas de les avoir au corps à corps, car ils explosent au moindre coup. Enfin, il y en a qui sont à moitié fantomatiques. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais ce sont les pires, parce qu'ils peuvent se téléporter et surtout, ils brouillent complètement ta tablette. Tu ne peux absolument plus l'utiliser. Tu verras, si ça t'arrive, tu te sentiras nu comme un nouveau-né, perdu et flippé dans la forêt du grand méchant loup. Tu ne pourras te fier qu'à tes yeux et à la lumière de ta lampe torche. Au fait, je t'ai pas encore parlé de ta lampe. Il faut que tu fasses attention à tes batteries, car celles-ci se vident assez rapidement et ça risque d'arriver souvent vu que la quasi-intégralité de la ville est plongée dans l'obscurité. Mais heureusement, elles se rechargent dès que tu l'éteins. Il vaut mieux que tu sois dans un endroit bien en sécurité avant de l'éteindre et de recharger tes batteries. Comme je le dis toujours, si tu veux survivre, fais toujours attention à tes arrières. Oh, putain, il se rapproche, j'ai peur qu'on soit repéré. Fais chier, va pas falloir qu'on traîne ici plus longtemps. Mais avant de partir, il faut que je te dise encore 2-3 trucs. Si tu veux survivre ici, il faut absolument que tu fasses attention à tout ton environnement. Tu risqueras de flipper la plupart du temps, à tâtonner dans des lieux sombres que tu ne connais pas, à l'affût du moindre mouvement. Au moins, tu pourras visiter des lieux emblématiques de la capitale, comme le palais de Buckingham, la tour de Londres, ou même les quais de la Tamise, sans être emmerdé par les touristes. Bon, c'est vrai qu'il reste encore quelques badauds qui traînent dans le coin, mais je te déconseille d'organiser une visite guidée avec eux. Ils ne risquent pas d'être de très bonne compagnie. J'avoue, ils sont pas très beaux, on le remarque surtout quand ils se jettent à ton cou pour te dévorer, mais on n'est évidemment pas là pour admirer leur plastique. Et vu comment les lieux sont sombres, on est plutôt pris dans une ambiance véritablement oppressante que dans la contemplation des environnements. Alors je ne sais pas si tu as déjà joué et aimé les premiers Resident Evil avant que tu ne partes en sucette, et que ton kiff c'est la flip et la survie, avec très peu de ressources façon Koh-Lanta au pays des zombies, mais si c'est le cas, tu risques d'être aux anges. Mais sache que tu vas vivre une expérience vraiment éprouvante pour les nerfs. Est-ce que tu arriveras à aller jusqu'au bout sans mourir ? Les élus sont rares. La moindre erreur se paye cash. Un coup de batte mal négocié, le moindre instant où tu cèdes à la panique, et c'est la mort assurée. Tout ne tient qu'à toi. Combien de temps pourras-tu survivre ? Oh putain ! Pars-toi de là ! Ah ah ah! Attends, j'ai une idée. Quoi ? Penche-toi en avant. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais te détacher avec mes dents. Vas-y. Ah, ça marche pas, ça marche pas. J'arrive pas. Ça marche pas. J'arrive pas, je suis bloqué. Merde, J'arrive merde. pas. Attends, je vais t'aider. Je vais t'aider. Mais les mecs, vous faites un film là ou quoi ? C'est bon. C'est la Jungle Fever, c'est ça ? Un film ? Ouais, un film quoi. C'est genre, c'est quoi là, un trailer pour Moonshot ? Bande de cons. Moonshot, à Paris. Paris. Ouais, c'est Même loin. dans la galère, t'es un prince de la transition. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot version 18+. Pour cette nouvelle émission, ça va flipper sévère et saigner à flot, avec Mama et le remake d'Evil Dead. Si on attend depuis 2008 le retour de Guillermo del Toro à la réalisation, celui-ci n'est pourtant pas resté inactif. En effet, le réalisateur des deux Hellboy est aussi un producteur hyperactif avec un certain succès, certes plus critique que public. L'une de ses prochaines productions est un film d'horreur intitulé Mama, réalisé par Andrés Muschietti, qui signe ici son premier long métrage en adaptant son propre court métrage bien flippant datant de 2008 qui s'appelait déjà Mama. Le film raconte l'histoire de deux jeunes sœurs retrouvées dans une maison perdue dans une forêt où elles vivaient seules après la mort de leurs parents. Elles sont accueillies par un couple interprété par Jessica Chastain et Nicholas Coster-Waldau, le Jaime Lannister de la série Game of Thrones. Alors que leurs nouveaux parents adoptifs s'occupent d'elles en tentant de les resociabiliser, des événements étranges commencent à se produire. Une entité mystérieuse semble avoir suivi les fillettes, une entité qu'elles appellent Mama. À la vue de la bande-annonce, Mama semble être une péloche bien flippante, avec une esthétique et une atmosphère dignes des meilleurs films d'horreur hispaniques, ce qui est en général un gage de qualité. Vivement la sortie du film, prévue pour le 15 mai 2013. Victoria and Lily were found in deplorable conditions. Their parents gone. Alone in the wilderness for at least 5 years. Hey, Victoria. How they survived is unexplainable. I'm your daddy's brother. Remember Uncle Luke? We're
mother-loving family environment. Victoria and Lily have a real chance at a normal life. You sure about this? Nope. Hey, girls. I'm Annabelle. You can call me that. Or whatever you'd like. There's no way these girls are ready for this. And there is no way that I am ready for this. How have they been affected? They talk to the walls. And what did they say? It'll get better. Promise. Like that? I'd like you to tell me about Mama. No. What's wrong? I don't want you to get hurt. Nothing bad's gonna happen to me. You can't do that. I think someone's coming to visit them. Victoria was under the bed. A ghost is an emotion bent out of shape, condemned to repeat itself time and time again. Where is she now? Is she here in this house? Mama, stop it! You promised! Where's Mama, Victoria? Depuis de nombreuses années, les fans désiraient voir naître un 4e épisode de la série Evil Dead. Sam Raimi l'avait lui-même évoqué à plusieurs reprises entre les différents épisodes de Spider-Man. Le public commençait à vraiment y croire avec le retour de Raimi au cinéma d'horreur via l'excellent Jusqu'en Enfer. Mais les espoirs se sont transformés en haine lorsque le réalisateur de Darkman a annoncé la mise en chantier d'un remake de son tout premier long métrage, un remake du cultissime Evil Dead. Le film reprendra les bases scénaristiques de l'original, excepté le fait que le personnage de Ash, interprété à l'époque par Bruce Campbell, a été remplacé par un personnage féminin, Mia, incarné par Jane Levy. Celle-ci sera entourée de Shiloh Fernandez, Jessica Lucas ou Lou Taylor Pucci, que l'on avait déjà pu voir dans le formidable Infecté. Les commandes de ce remake ont été offertes à Fede Alvarez, qui signe son premier long métrage après avoir été repéré grâce à son court-métrage Panic Attack, qui avait fait pas mal de bruit sur internet en 2009. Après ces annonces, les fans attendaient patiemment l'arrivée des premières images, un shotgun dans les mains, prêt à canarder à tout va. Et pourtant, bien bonne fut notre surprise lorsque le trailer est arrivé sur le net en version screener toute dégueulasse. En effet, ces premières images ont l'air de respecter l'esprit du film de Sam Raimi, avec en plus un côté plus léché grâce à une image digne des standards d'aujourd'hui, et chose étonnante, le film n'a pas l'air du tout de se la jouer petit bras niveau hémoglobine. Ce qu'on espère maintenant, c'est que le film arrive à ne pas être une simple copie de l'original et que Fede Alvarez aura les épaules assez solides pour supporter le poids d'un tel projet. Cependant, on peut être rassuré par les propos très enthousiastes tenus il y a quelques mois par Bruce Campbell, qui avait eu la chance de voir un premier montage du film. Mais bon, il faut relativiser puisque Campbell est, tout comme Sam Raimi, producteur sur le remake, ce ne serait donc pas très malin de dire que c'est naze alors qu'ils doivent essayer de vendre leur film. En tout cas, on est déjà bien plus rassuré que lors de l'annonce de la mise en chantier de Evil Dead le remake, et c'est avec une certaine impatience que l'on attend sa sortie prévue pour le 8 mai 2013. Petite précaution, la bande-annonce que vous allez voir est très sanglante. Attention les yeux et les langues. Mom would have hated seeing the cabin like this. Oh, is that blood? What is this? You shouldn't have touched anything from that basement. Kunda. Strata. Montose. Kanda. You are all going to die tonight. I read a passage from that book. I released some evil. Oh my God! What the fuck did you do that?
conclurons dans quelques instants avec le trailer de The ABC of Death, une anthologie de courts-métrages mettant en scène la mort. Sont conviés à cette aventure 26 réalisateurs de films de genre, dont Xavier Jans, réalisateur de Frontières et de Divide, Bruno Forzani et Hélène Catet, les réalisateurs de Amer, Angela Bettis, l'actrice du Génial Mai et du dérangeant de Woman, Jason Eisner, le réalisateur de Hobo with the Shotgun, Nobuo Iguchi, auteur des fameux Machine Girl et Robo Geisha, Yoshihiro Nishimura, réalisateur taré du non moins frappé Tokyo Gore Police, Nacho Vigalondo, le metteur en scène de l'excellent Time Crimes, Ty West, qui a réalisé The House of the Devil et The Innkeepers, et Ben Weasley, le réalisateur du troublant Kill List, pour ne citer qu'eux. Après cette petite présentation, profitez de ce trailer complètement fou de The ABC of Death qui vient d'être présenté au Paris International Fantastic Film Festival. Attention, ça va saigner! Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. A, B, C, D. H, I, J, K. L, O, N, O, P. S, T, U, V. One promise. Your children will never know how this ended. Sing with me. Bon, l'air de rien, il y a quand même eu des petits moments zen dans la jungle. Au début, en tout cas. Avant qu'on soit attachés comme des cons. Ouais, t'as vécu des bonnes choses, toi? Ouais, je me souviens quand on est monté sur les tours radio. Ouais. Et quand t'es en haut comme ça, tu regardes toute la jungle, c'est beau, quoi. Tu vois toute l'île, c'est joli, tu peux prendre le temps un peu. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est plus la flore, c'est la flore qui m'émerveille. Quand tu trouves une quantité de plantes. C'est les champis. Ouais, c'est les champis. Ouais, bah oui. Les champis, ouais. Ouais, c'est l'occasion de t'évader sans faire l'apologie de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça donne lieu à des Pourquoi ça me surprend pas? Non, mais puis t'as des cachetons aussi dans une caverne qui te permettent de te rappeler de trucs qui s'est passé avant dans ta vie. Non, je trouve ça intéressant. Ah, c'est clair qu'on aurait des bons souvenirs là. Ouais. Paris, tout ça. Ouais. Moi, quand même, ce que je préfère, c'est des moments de baignade où j'ai croisé des gros poissons qui étaient super sympas. Vraiment des gros poissons et c'est trop beau quoi, sous l'eau, les voir évoluer. Dans l'île? Ouais. C'est sympa. Vous avez pas vu ces gros poissons? Si, c'était des requins. C'était des requins. T'es ami avec les requins? Vous déconnez. C'est des requins. Des requins. Oh putain. C'était des requins. Des requins blancs, des requins tigres éventuels, enfin des requins qui mangent quoi. Ouais. Alors là il me faut mon 3 minutes pas plus. Il me faut mon 3 minutes pas plus. Ah, j'ai du mal à respirer. Respire dans un sac en carton. Ah bon. Belle histoire que celle de ce Puddle, un projet étudiant finalisé au sein du studio Neko, édité sur PSN et XBLA par Konami début 2012, adapté sur PS Vita cet été, puis sur PC et Mac en novembre, et le voilà présent dans la boutique Wii U au lancement de la console Nintendo. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la jeunesse de ce projet, on vous invite à checker l'extra live visible sur No Life Online, où nous avions reçu 2 des 6 étudiants de l'Engmin à l'origine du jeu, Antoine Guerchet et Arnaud Noble. Puddle se présente donc comme un jeu d'adresse basé sur une physique réaliste. On contrôle plusieurs types de liquides à travers des niveaux bien tortueux, l'idée étant d'emmener une certaine quantité jusqu'à la sortie. Contrairement aux versions console HD, le jeu Wii U, comme l'adaptation PS Vita, exploite le gyroscope de la console et en l'occurrence du gamepad.
Il conviendra donc d'incliner sa mablette de gauche à droite pour influer sur la vélocité et l'orientation prise par la petite quantité de liquide contrôlé. L'utilisation du gyroscope possède néanmoins ses limites. On sera en effet tenté de basculer totalement son gamepad pour changer drastiquement la direction prise par son liquide, ce qui ne sert à rien. La bascule de gauche à droite s'avère légère et le gyroscope ne prend pas en compte les inclinaisons drastiques. Tout comme les autres versions en fait, sauf que le dispositif proposé ici peut induire en erreur les joueurs découvrant Puddle. Ceci dit, on se fait rapidement à ses limites et il est de toute manière possible de jouer avec le stick analogique ou les gâchettes du gamepad pour retrouver le gameplay des versions XBLA et PSN. Qu'on se comprenne bien, la réactivité du gyroscope du gamepad n'est pas en cause ici. Le gameplay de Puddle a été pensé ainsi. Il faudra en effet jouer avec une certaine finesse avec la physique du liquide proposé, ce dernier évoluant selon les niveaux proposés. On commence avec de l'eau, qu'il faudra éloigner des sources de chaleur pour éviter qu'elle s'évapore. Pour passer à du désherbant, plus lourd, ce dernier peut faire plier des branches fluettes et ronge les petites lianes. On aura ensuite des liquides plus dangereux, certains explosifs, que ce soit au sein d'un laboratoire ou carrément du corps humain. Le jeu étant assez difficile, les développeurs se sont montrés plus magnanimes en ouin-ouin, soit l'option permettant de skipper un niveau pour passer au suivant. Les férus de challenge corsés pourront en revanche se passer de cette option pour tenter de relever les défis secondaires proposés dans certains niveaux tout en obtenant une médaille d'or. Très joli, fluide, réactif, Puddle séduit sans mal malgré une difficulté étrangement dosée et une durée de vie finalement assez courte pour les non-scoreurs. Évidemment, l'intérêt de ce Puddle Wii U est limité si vous possédez déjà une autre version, d'autant plus qu'il n'exploite finalement que le gyroscope et le second écran offert par le gamepad. Mais si vous ne connaissez pas ce jeu d'adresse, c'est l'occasion de l'essayer, d'autant qu'il ne coûte que 10 €. On espère aussi que des démos jouables seront rapidement proposées sur la boutique Wii U, comme c'est le cas sur le Xbox Live Arcade. Et on n'en a pas encore parlé, mais vous avez tué des mecs? Parce que moi j'en ai tué pas mal. J'avais 10 d'affilée une fois, genre au couteau. Au corps à corps. Discrètement comme ça. Ouais, mais c'est comme ça. Moi aussi, c'est dur ce que je vais dire, mais même si ça choque la première fois, après au bout d'un moment ça devient presque marrant, quoi. C'est facile, ça devient marrant, tu prends du plaisir, quoi. Bah, c'est quand tu commences à prendre du plaisir que t'as l'impression d'avoir changé, quoi. Il y a quelque chose. Quelque chose, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi, tu vois. Bah, je me dis par exemple si on s'en sort là, et qu'on revient à No Life, à Paris, il y en a pas mal que je buterais bien comme ça. Genre Jonathan, je buterais comme ça, parce qu'il arrête pas de merder avec la cam. Alors, Cyril aussi. Cyril, oui. Cyril, de toute façon, de base, je pense que même je me ferai une petite sacoche. Une petite sacoche à base de Cyril, sans problème. Je vous ai déjà donné la définition de la folie. La folie, c'est le fait de refaire sans cesse la même chose, exactement la même chose, en espérant que ça finisse par changer quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment être fou. Bien sûr, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai... Excusez-moi. Non, pardon, excusez-moi, mais j'apprécie vraiment pas l'air que vous affichez en ce moment même. Quoi? Vous pensez que je vous raconte n'importe quoi? Vous vous demandez pourquoi je ne suis pas en train de parler de Far Cry 3? Et qui vous dit que je n'essayais pas de parler d'Ubisoft, qui avait tout intérêt à changer de direction après la déconfiture que fut Far Cry 2? Pourquoi venez-vous interrompre mon introduction avec votre air là? Je vous ennuie, c'est ça? Je n'arrive pas à capter votre attention? Ça a le don de m'énerver à un point assez hallucinant. Tenez, si j'étais vraiment fou, je pourrais presque aller jusqu'à retrouver chacun d'entre vous pour vous faire regretter votre manque de respect. Ouais, je pourrais le faire. Non, vraiment, je pourrais. Mais non, c'est bête. Même si on vient à peine de se rencontrer, j'ai l'impression qu'il y a déjà une connexion entre nous. Vous la sentez aussi, hein? Ouais, je pense vraiment qu'on est à l'aube d'une belle amitié. Et ça tombe bien, parce qu'on va être amené à se côtoyer un petit bout de temps. Jason, you are worthy of the Tato. Worthy to walk the path of the warrior. J'aime bien cet écran. Non, vraiment, c'est un foutu bel écran que vous utilisez pour voir cette critique. Sérieusement. J'aimerais bien vous le piquer, mais ce serait pas très poli. Et puis, on est amis, pas vrai? Non, à la place, et en signe de respect pour votre matériel vidéo, je vais vous donner un conseil. Méfiez-vous des apparences, elles ont la fâcheuse manie d'être trompeuses. On peut s'imaginer au comble du bonheur ne serait-ce qu'un instant, lorsque l'on part en vacances sur une île paradisiaque avec quelques amis jeunes, beaux et riches. On lézarde des journées entières sur des plages de sable fin. On nage dans de l'eau plus claire qu'on n'aurait pu l'imaginer. On s'enfile des shots de sambuca comme si on avait encore 20 ans. On saute en parachute aussi, parce qu'on est assez casse-cou pour se rire des lois les plus élémentaires de la nature. À ce moment précis, on est le roi du monde. Mais ce n'est qu'une impression.
une apparence. On peut très bien, la minute suivante, s'avérer n'être en réalité qu'un gamin terrifié qui se fait dessus en pensant à ce que les pirates qui viennent de le capturer sont susceptibles de lui faire. Alors vous allez me dire qu'un tel scénario est peu probable. Et ça me déçoit un peu de voir que vous ne me prenez pas vraiment au sérieux. Pour être tout à fait franc, ça m'énerve même carrément. Et quand je suis énervé, je suis capable de faire n'importe quoi. Alors pour m'éviter de tenir des propos que je pourrais regretter, vous allez être sympa et faire un petit effort d'imagination. Imaginez-vous dans la situation de ce type un peu vaniteux qui vit les pires jours de sa vie sur une île perdue alors qu'il venait y passer les meilleurs. Tenez, on va appeler ce mec Jason Brody. Sans aucune raison particulière, juste parce que c'est un nom de jeune branleur. Bref, imaginez-vous soudainement privé de tout ce qui ne compte pas vraiment. Privé de votre statut social, de votre physique avantageux, ou de votre confiance de wasp super cool à qui tout est dû. Vous vous retrouvez d'un seul coup face à ce que vous êtes profondément. Un insecte minable qui chiale dans une cage, alors que son destin est entre les mains d'un terroriste complètement fou. Allez, lui on va l'appeler Vas Montenegro. Je trouve que ça fait bien terroriste fou. Shut the fuck up, or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What, is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? Là, on imagine toujours, votre grand frère attaché en face de vous parvient à vous libérer tous les deux. Vous le suivez la peur au ventre en espérant récupérer vos amis et vous échapper le plus vite possible. Et vous le voyez mourir sous vos yeux, par la main du fameux Vas, qui vous invite ensuite à fuir, parce que ça n'amuse visiblement pas de se contenter de vous abattre sans vous chasser au préalable. Là, vous pouvez oublier tout l'héroïsme et les principes que votre petite vie confortable vous a donné l'illusion de posséder. Vous fuyez le plus vite possible et le plus loin possible. Sur le moment, la sécurité de vos amis ne veut plus rien dire. Seule la vôtre compte. Et s'il vous faut tuer un pirate pour la garantir, ainsi soit-il. C'était lui ou vous, pas le temps de réfléchir. Il vous tenait à sa merci. Vous avez aperçu son couteau, et il ne vous a pas fallu plus d'1 seconde pour lui subtiliser et le fourrer dans sa gorge. Imaginez-vous perdre connaissance durant votre course effrénée et vous réveiller dans un village autochtone. Un homme appelé Dennis vous réveille et vous parle d'un groupe rebelle qui lutte contre le même Vas qui vous a mis dans cet état. Il vous fourre une arme dans les mains et vous dit qu'en tant que rescapé, vous vous devez de mettre un terme aux agissements du pirate, ne serait-ce que pour sauver vos amis. Imaginez-vous tout ça et demandez-vous, vous avez vu votre frère mourir, vous avez tué vous-même pour survivre, et vous avez été confronté à vos peurs les plus profondes. À ce moment précis, êtes-vous toujours l'homme que vous étiez la veille? Celui qui se sentait invincible quand il sautait dans le vide à plusieurs kilomètres d'altitude? L'avez-vous déjà vraiment été d'ailleurs, cet homme-là? N'êtes-vous pas plutôt celui qui sait déjà qu'il n'hésitera pas à tuer à nouveau? Que ce soit dans une optique de survie, de vengeance, ou même de simple plaisir. Ah, ne me demandez pas à moi, j'en sais rien. Mais méfiez-vous des apparences. Hé, pourquoi je vous raconte tout ça déjà? Désolé, parfois je perds le fil de mes pensées, ça m'énerve. En plus, je sens que vous vous moquez de moi et... Ah oui, parce que c'est précisément de ce dont traite Far Cry 3. Là encore, il faut se méfier des apparences. Derrière sa petite gueule de FPS Open World festif, il cache un propos étonnamment lourd. Une réflexion sur la folie évidemment, comme ses nombreux emprunts de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll ne manquent pas de le rappeler. Mais une réflexion très bien amenée surtout, qui tire autant d'une mise en scène, d'une écriture ou d'un jeu d'acteur brillant que nos propres habitudes de joueurs. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Ce n'est alors finalement pas par son scénario, ni même par son propos que Far Cry 3 marque le plus, mais plutôt par sa manière d'utiliser tout ce qu'il compose pour nous les présenter. Et dans tout ce qu'il compose, il convient bien évidemment d'inclure le gameplay. Ah, vous êtes encore là? Il faut croire que vous avez pris mes menaces de tout à l'heure au sérieux. Mais je rigolais, voyons. On est potes, enfin, potes. Ou peut-être que je rigolais pas, en fait, je sais plus. Enfin, de toute façon, puisqu'on est là ensemble, autant continuer à parler de Far Cry 3 tant qu'on est lancé. Or, donc le jeu se présente comme un FPS à monde ouvert. C'est-à-dire que si la trame du jeu passe nécessairement par 38 missions obligatoires, ce que l'on fait entre chacune d'entre elles reste entièrement à notre discrétion. We have to get her back. Come. Et c'est là que l'archipel de Rook révélera toute sa saveur. Divisé en 2 grandes îles principales, dont l'une ne sera accessible qu'au bout d'un certain temps, il invite constamment à être exploré de long en large. Que ce soit à pied, en jeep, en quad, en tyrolienne, en jet ski, ou même plus tard en wingsuit, on gagne toujours à fouiller un peu partout.
Dans un premier temps parce que la carte ne se révèle qu'en débusquant des tours radio pour les escalader et les désactiver, à la manière d'un Assassin's Creed. Mais aussi parce qu'en se baladant, on croisera nécessairement des animaux sauvages qu'il sera possible de chasser pour ensuite les peler. La récolte pourra alors être vendue ou plus probablement intervenir dans la confection d'équipements permettant de transporter plus d'armes, d'argent, d'objets ou de munitions. Dans le même esprit, récolter des fleurs servira à produire différents types de seringues permettant de se soigner ou bien d'améliorer temporairement certaines capacités. Tout cela sera mis à contribution lors de la prise des nombreux avant-postes disséminés sur l'archipel. Chacun d'entre eux débloque une fois capturé un nouveau point de voyage rapide ainsi qu'un magasin automatisé, tout en limitant les patrouilles pirates dans leur secteur. Investir un de ces avant-postes permettra même de débloquer des missions annexes divisées en différentes catégories, comme la chasse, l'assassinat, les courses, le poker ou encore le convoi de matériel médical. On se retrouve alors face à un véritable cercle vertueux. Désactiver les tours révèle une zone de la carte et permet de faire baisser les prix en magasin jusqu'à rendre certaines armes gratuites. Ces armes facilitent la chasse qui, elle-même, permet grâce au crafting d'optimiser l'utilisation de l'arsenal, ce qui ouvre alors de nouvelles possibilités pour la capture des avant-postes. Capture qui offre de nombreux ennemis à piller pour se faire de l'argent, ainsi que de nouvelles missions qui inviteront encore une fois à découvrir l'île plus avant et donc à désactiver de nouvelles tours radio, etc. etc. D'autant plus que de manière générale, chaque action réalisée octroiera des points d'expérience, qui eux-mêmes débloqueront des points de capacité à dépenser dans 3 branches de compétences. Orientées vers l'attaque, la défense ou la discrétion, et symbolisées à l'écran par le tatouage de Jason, elles pourront par exemple augmenter la vie maximale, améliorer l'effet des seringues ou même débloquer de nouvelles actions. Certaines d'entre elles demanderont de réaliser des objectifs précis avant d'être disponibles, ce qui apporte un côté logique et naturel au développement de Jason. Par exemple, il faudra impérativement tuer plusieurs adversaires à l'arme blanche avant de pouvoir apprendre à éliminer discrètement un ennemi tout en lui subtilisant son couteau pour en liquider un deuxième en même temps. Quoi qu'il en soit, on s'empressera de tester ces nouvelles actions en capturant un nouvel avant-poste ou en chassant. Bref, vous avez compris le principe, chaque activité se veut gratifiante. Même les plus annexes, comme la récolte de reliques, de lettres datant de la Seconde Guerre mondiale ou de cartes mémoire, trouveront leur intérêt dans l'éclairage qu'elles apportent sur l'histoire de l'île et le contexte de l'histoire. Et non contentes d'être utiles, ces activités se révèlent plaisantes à accomplir, grâce à l'alliance d'un level design et d'un gameplay extrêmement riche. L'exemple le plus frappant dans ce domaine reste la capture des avant-postes. Tous différents dans la manière qu'ils ont d'être agencés ou gardés, ces derniers peuvent potentiellement mettre à profit chaque possibilité avancée par le jeu. Dans un premier temps, il s'agira de préparer son approche, en utilisant l'appareil photo pour marquer les ennemis présents et repérer l'architecture des lieux. Ensuite, on pourra choisir de désactiver les alarmes présentes et de nettoyer l'endroit discrètement, ce qui aura pour effet d'augmenter les points d'expérience reçus. De nombreux outils s'offrent à nous dans ce domaine, que ce soit le camouflage dans les feuillages, la possibilité de distraire les ennemis en lançant des cailloux, ou encore les différentes exécutions silencieuses que l'on apprendra au fur et à mesure du jeu. Avec un peu d'astuce, il sera même possible de libérer des animaux sauvages captifs ou d'en attirer d'autres vers le camp pour qu'ils fassent le boulot à notre place ou sèment à défaut la zizanie dans les rangs adverses. Mais il est tout à fait envisageable de débarquer dans un avant-poste aux yeux de tous et de faire exploser tout ce beau monde à grands coups de lance-roquettes tout en attendant les renforts de pied ferme. Et si ça tourne au vinaigre, on pourra toujours foutre le feu et le laisser se répandre au gré du vent pour occuper et acculer les ennemis pendant qu'on rigole. C'est drôle de les voir crier et se débattre, tout en restant perchés en sécurité sur un rocher pour pouvoir profiter du spectacle. Comment ? Vous trouvez que j'ai l'air d'un psychopathe ? C'est ridicule. Mais dans le doute, évitez quand même de me vexer. Enfin, c'est pas le sujet. En parallèle de toutes ces activités annexes, les missions principales nous forcent à employer successivement les différentes approches du conflit proposées par le jeu et à tester à peu près tous les types d'armes disponibles. Elles seront également l'occasion pour Far Cry 3 de faire preuve de tout son savoir-faire en matière de mise en scène, de mise en place de personnages marquants ou de situations inattendues. Un constat malheureusement bien plus vivace lors des 2 premiers tiers de l'aventure, mais qui reste valable jusqu'à la fin. En tous les cas, tout cela reste constamment vécu à travers le corps de Jason Brody. Le doute n'est jamais permis, on se sent constamment et littéralement glissé dans sa peau, grâce à un travail remarquable sur la notion de body awareness. Ça passe par des détails aussi insignifiants a priori qu'une main qui apparaît ici, des bras qui viennent saisir une corniche, ou encore une chute accusée de manière plausible. Mais le tout, allié au feeling très particulier des différentes armes et véhicules, contribue à ce qu'on ne fasse vraiment qu'un avec Jason. Et alors, chaque élément du jeu devient plus important, plus vivant, plus authentique.
Vous voyez cette sensation quand vous pensez boire un verre de jus d'orange alors qu'en fait c'est un cocktail multifruits? Non? Si. Au début c'est bizarre, ça n'a pas du tout le goût que vous attendiez. Mais au final c'est très bien comme ça, parce que ce cocktail est super bon d'une part, et parce que de toute façon il est composé d'orange à 50% d'autre part. Eh bien Far Cry 3 c'est un peu ça. On avait toutes les raisons de l'attendre comme un FPS ouvert de plus, un gros défouloir permissif mais premier degré, un feu d'artifice jouissif qui n'appelle rien d'autre qu'au loisir immédiat. Et c'est tout à fait légitime, puisque c'est ce qu'il est avant tout. Mais il y a aussi des ingrédients moins attendus dans Far Cry 3, au premier rang desquels trône une cohérence impressionnante entre son discours, son scénario, son game design et son gameplay. De sa première à sa dernière seconde, entre lesquelles pourront s'écouler de très nombreuses autres, tout temps au même propos, et tous les engrenages roulent à merveille, comme dans un cocktail multifruits bien préparé. Alors certes, on pourra s'étonner ponctuellement d'une gestion des sauvegardes assez restrictive, d'une certaine redondance en matière d'ennemis, ou plus éventuellement d'une fin qui semble presque avoir peur d'aller au bout de ses idées. On oubliera également assez rapidement l'aspect multijoueur peu séduisant, que ce soit en coopération ou en compétition. Mais le reste est tellement plaisant, tout en étant tellement intelligent, qu'il serait tout simplement fou de passer à côté de Far Cry 3. D'ailleurs, je vous ai déjà donné la définition de la folie? Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. Puis c'est bien. L'air de rien en pleine jungle, etc. Ça permet de passer des fêtes de fin d'année un peu différentes. Ouais. Loin de la famille, loin de tes amis. De ceux que t'aimes, quoi. Non, ça va être... c'est exotique. Ça va être sympa. Déjà, il fait chaud, on a chaud. Ouais, c'est bien. Il y a à manger, là. Si on est habile avec nos orteils, on peut choper des insectes, des conneries comme ça. Potentiellement, ouais. C'est dommage, si j'ai eu un couteau, les insectes, j'aurais pu les... Mais bon. T'as un problème avec les couteaux, quand même. Ah, j'aime bien, moi. On pourrait souhaiter, tu vois, bonne fête de fin d'année, bonne année, tout ça. Vrai, tous les gens sur Paris, en France, qui regardent No Life. Les gens qui sont au chaud. Qui sont tristes de pas vivre la même aventure que nous, je pense. Ah, c'est clair, ouais. C'est pas pour dire que j'ai eu une bonne idée, mais... Ouais, c'était une super idée. Je pense. C'était super. Et puis, on a appris à se connaître, déjà. Quitte à être coincé en pleine jungle, tu vois, c'est vous que j'aurais choisi. Ouais. Si j'avais... Ouais, largement, c'est vous que j'aurais choisi direct. Ah bah, tu vois, ça me fait plaisir, Thierry, d'entendre... Ah, tu vois, c'est... Ah, j'étais pas bien avant. Ça met du baume au cœur. Et ça met un petit peu de baume au cœur. Alors okay. Là... Je suis content d'être là avec vous. Attaché comme ça. J'hallucine. Bon, bah... Bonne année. Bonne année, les mecs. Ouais. Bonne année. Did I ever tell you the definition of insanity?